Bismillahirrahmanirrahim. Nous allons commencer aujourd'hui un nouveau chapitre de mécanique linéaire continue. C'est le dernier chapitre. C'est la portion des poutres. Le problème de torsion des poutres droites de section uniforme a été traité au début par M. Barré Saint-Venant. La théorie bidimensionnelle, donc c'est une théorie bidimensionnelle, c'est un problème 2D, est basée sur l'hypothèse de la torsion libre ou uniforme. On va montrer par la suite. Donc c'est une équivalence. La torsion est libre ou bien dite aussi uniforme, pour laquelle les sections droites de la poutre sont libres de se déplacer axialement. C'est-à-dire libre. Ce que ça veut dire? Il n'y a pas de contrainte axiale qui empêche les sections droites de la poutre de se déplacer. Lorsqu'il y a torsion de la poutre, comme ça, une torsion, les sections de la poutre tournent donc les unes par rapport aux autres. Et donc il y a des rotations relatives d'une section par rapport à une autre. Vous voyez? Voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle, donc, pour une section uniforme, quelconque, c'est pas forcément circulaire, il y a ce qu'on appelle un déplacement axial des sections. La section se déplace W, un déplacement W suivant l'axial. Et ce déplacement n'est pas gêné, c'est-à-dire est libre de se déplacer. Il n'y a pas une contrainte sigma suivant l'axe Z qui empêche la section de se déformer ou bien de se déplacer axialement. Donc W est différent de 0. Donc bien sûr U et V, mais il y a aussi un W qui est différent de 0, mais la contrainte correspondante est nulle. Et donc libre de se déplacer. Ainsi, la méthode adopte une fonction de gauchissement pour modéliser le déplacement axial. Donc l'idée de M. Barré Saint-Venant est d'adopter une fonction de gauchissement, qu'on va voir par la suite, une fonction psi, qui dépend de xy, c'est une fonction bidimensionnelle, qui dépend de xy, la section de la poutre, là où se trouve donc la section. Voilà, pour modéliser le déplacement axial. Et donc, c'est une méthode de déplacement. Cette méthode est dite méthode des déplacements. Elle repose sur la recherche des déplacements, un modèle de déplacement, un modèle de calcul de déplacement. Voilà. D'autre part, nous allons voir aussi la résolution du problème de torsion par un autre modèle, par une autre méthode, c'est le modèle de Proto. Donc, ce modèle voilà, est fondé principalement sur l'hypothèse de l'existence d'une fonction de contrainte, comme on l'a vu pendant le premier semestre aussi, et le début du deuxième semestre. La méthode des fonctions des contraintes, c'est-à-dire on modélise les problèmes de MMC, ou bien d'élasticité, par un choix d'une fonction de contrainte. Et ces méthodes sont dites des méthodes des contraintes. Donc, contrairement à la première méthode, c'est une méthode de déplacement. Celle-ci, c'est la méthode des contraintes. Monsieur Comte arrive donc à faire un choix judicieux, voilà, qui vérifie bien sûr le modèle d'équilibre pour modéliser le problème de torsion, bien sûr vérifiant les conditions aux limites à l'extérieur. Voilà. Donc, les deux modèles de fonction de gauchissement, bien de déplacement, et de fonction de contrainte sont deux méthodes semi-inverses, ne sont pas inverses directement, ne sont pas directes directement, mais moitié, semi-inverses, permettant d'avoir, pour certains problèmes particuliers, intéressants, des solutions analytiques. C'est le but d'ailleurs.
c'est d'avoir pour certains problèmes particuliers, voilà, des solutions analytiques. Voilà. Voilà le but de la modélisation. Bien sûr, par la suite, tu peux utiliser l'outil numérique, la discrétisation, tout ça, pour trouver le problème, un calcul direct. Bien sûr. Voilà. Modèle de la fonction de gauchissement de Barré-Saint-Venant. On commence par la première méthode, c'est la méthode des déplacements. En vue d'avoir un choix convenable du champ des déplacements comme base cinématique pour le développement de la théorie, voilà. La base cinématique, c'est choisir un champ de déplacement qui est donc cinématiquement admissible, c'est-à-dire vérifiant les conditions aux limites, et qui décrit le mouvement des particules solides d'une manière judicieuse dans la structure. Les sections de la poutre sont supposées effectuer des mouvements de rotation circulaire relative par rapport à leur axe de torsion. Voilà la première hypothèse. C'est-à-dire, lors de la torsion, l'hypothèse c'est quoi? C'est que les sections effectuent des mouvements circulaires. C'est-à-dire circulaires par rapport à un axe de rotation. L'axe de rotation, c'est l'axe de rotation de la poutre, on va voir par la suite. C'est l'axe élastique, ou bien c'est l'axe de torsion. Voilà. Et donc, chaque section effectue par rapport à une autre un mouvement circulaire. Voilà. Et donc, la poutre est considérée comme un empilement de sections circulaires, comme étant par exemple les pièces de monnaie. Empilement de pièces de monnaie qui forment tout un cylindre. Et voilà, les pièces tournent les unes par rapport aux autres. Voilà. Donc, par l'application d'un moment de torsion, un point M en coordonnées polaires, puisqu'on a dit, l'hypothèse c'est que les sections effectuent du mouvement de rotation, voilà, circulaire. C'est l'hypothèse, c'est la première, bien l'hypothèse de base, donc cinématique, l'hypothèse cinématique de base du mouvement des particules dans le solide. Voilà. Et donc, on passe en coordonnées polaires par l'application d'un moment de torsion. Voilà la poutre. Voilà, ça c'est l'extrémité encastrée de la poutre. Donc ici, le moment MT, c'est un moment de réaction. Ça, c'est à l'extrémité ici, c'est libre. Il y a l'application d'un moment de torsion, c'est l'action. Donc l'action, ici, la réaction. Donc l'action, ça donne 0 et la structure est en équilibre statique. Voilà, c'est l'axe Z. Et regardez, les sections tournent. Voilà, le maximum de rotation, bien sûr, se trouve à l'extrémité. Donc c'est 0, la rotation est égale à 0. Et ici, les sections de la droite tournent relativement les unes par rapport aux autres jusqu'à l'extrémité. Voilà, c'est la section de la poutre. On voit là, c'est une section quelconque. L'essentiel, une section uniforme, qui reste donc égale à peu près la forme jusqu'à l'extrémité. Et donc, passons maintenant, puisque toutes les sections tournent autour de l'axe Z, pour nous, c'est l'axe élastique, ou bien l'axe de torsion de la poutre. Et donc, il y a un mouvement circulaire, on passe aux coordonnées polaires. Les coordonnées polaires sont R et alpha. Voilà. Donc ici, c'est la position d'un point M, quelconque de la structure. Un point M de coordonnées R, le rayon polaire, et alpha par rapport à l'axe X, dans une section de la poutre, se transforme en un point M', du point M vers un point M'. Et donc, il y a un déplacement. Et ce déplacement est gouverné par la rotation de la section autour du centre. Et donc, il y a un mouvement circulaire de point M à point M'. Donc, le mouvement est donc dirigé par une.
Voilà. Et donc, ça va être la coordonnée polaire alpha plus le mouvement θ. D'ici, du plan AM, de 1 jusqu'à 1', il y a, regardez en rouge ici, c'est l'angle θ. Donc, après orientation de l'angle θ de cette section. Voilà la figure. Donc, ici, c'est le rayon R. Donc, R et alpha. Voilà donc la forme cinématique. Et le déplacement d'un point M quelconque, et donc ça va être dans le repère polaire, et donc ça va être un déplacement U, θ. Donc il y a UR, Uθ et UZ. Les trois déplacements dans le repère cylindrique. Voilà. Bien sûr ici, puisque on impose cinématiquement une loi circulaire, une rotation circulaire des particules autour du centre, et donc UR égale 0 par hypothèse. C'est la première hypothèse, c'est que U, suivant la direction radiale de n'importe quelle particule, est nul. Donc la particule n'effectue pas un déplacement radial. Ce qu'il y a, tout simplement, la résultante des déplacements, c'est le déplacement dans la section, c'est U suivant la direction θ. Bien sûr, on conserve le déplacement suivant axial. On a dit que le mouvement axial est libre. Donc il y a UZ, bien W. Dans le repère cartésien, c'est W. Dans le repère cylindrique, on dit UZ, ou bien W aussi. C'est la même chose. Et donc finalement, le mouvement, ou bien l'aspect cinématique du mouvement, c'est qu'il y a un Uθ et UZ, ou bien W uniquement. Dans la section, donc, il y a uniquement Uθ. Voilà le champ de déplacement. Maintenant, si on passe au repère cartésien, tout simplement, on va décomposer Uθ donc, en déplacement suivant l'axe X, U, et V suivant le déplacement Y. Voilà, donc, c'est le paramétrage d'un point M dans une section de la poutre. Le champ de déplacement maintenant. Ça, c'est, on a dit que c'est une méthode de déplacement. Donc, on propose un champ de déplacement adéquat pour le mouvement, c'est-à-dire qu'il est bon à la réalité du phénomène. Voilà la réalité du phénomène de torsion. Le phénomène de torsion, donc, est régi par ces lois de mouvement. De ce fait, le déplacement effectué par le point M, pour une rotation circulaire, bien sûr, hypothèse très petite, on garde aussi l'hypothèse, bien sûr, très petite, voilà, est approximativement en coordonnées polaires. Donc, U est égal à 0 par hypothèse, et le Uθ, c'est à peu près, puisque c'est très petit, on a dit, et donc le Uθ, c'est à peu près, c'est R, sinus θ, c'est à peu près θ. Donc, c'est l'hypothèse des petites déformations, des petits déplacements. Voilà. Donc, si on revoit le schéma, on voit bien donc le U suivant la direction ici. Voilà. Ça, c'est à peu près, c'est l'angle de départ. Donc, cette en rouge ici, c'est quoi? C'est à peu près, c'est R fois θ. C'est R θ. Voilà. Qui sera décomposé en un déplacement suivant l'axe vertical Y et un déplacement suivant l'axe horizontal U, c'est-à-dire X. On passe voir maintenant les quantités U et V. Donc, nous avons donc, la résultante dans le repère, dans la section, la résultante qui est donc U θ, voilà la résultante, voilà c'est ici U θ, vous voyez la résultante, et il y a un déplacement V suivant le vertical qui se décompose en un V, et horizontalement se décompose en moins U. Le U c'est dans la direction positive, et donc ça va être ici c'est moins U. Et l'angle alpha qui se situe ici en bas, voilà,
Ça, c'est l'angle alpha. Maintenant, regardez, l'angle alpha est là. Et donc, parce que ces deux angles sont de côté perpendiculaires. Donc, les deux côtés perpendiculaires 2 à 2, donc les deux angles sont égaux. Et donc, voilà, maintenant, on projette, voilà, ça c'est notre alpha, θ, Eθ, le point 1 de R alpha, maintenant se trouve, on a le même vecteur R, mais se trouve à un angle alpha plus θ, voilà Eθ. Et donc, je vois la décomposition sur les axes, regardez bien, et donc le point M en coordonnées polaires, de coordonnées R alpha, c'est R cos alpha, ici c'est R sinus alpha. Voilà. Voilà le déplacement d'un point M dans une section de la poutre. Maintenant, vous voyez bien, d'après les relations entre les systèmes de coordonnées, bien sûr polaires et cartésiens, les relations x égale R cos alpha et y égale R sinus alpha. C'est la relation. D'où les expressions maintenant du champ de déplacement dans le repère cartésien, tout simplement. Le U maintenant égale à quoi? C'est égal à moins θ fois Y. Et le V égale θ fois X. Voilà. D'après la projection. Donc si on voit le schéma pour voir clairement la situation, regardez ici. Le U, c'est égal à quoi? C'est Eθ moins Eθ avec le signe moins. Donc moins U, c'est égal à Eθ sinus alpha. C'est comme ça. Dans cette direction. Voilà le moins U. C'est la même, en parallèle. Donc ce côté-là, par rapport à cet angle, c'est le sinus. Donc c'est U moins U égale Eθ sinus alpha. Donc U égale moins Eθ sinus alpha. Et voilà, le Uθ, on a vu que c'est R fois θ, d'après l'approximation. On a vu. Donc, tout à l'heure. Le V maintenant, c'est le Uθ et c'est le côté adjacent. C'est Uθ cos alpha. Et donc, le Uθ c'est Rθ, donc c'est Rθ cosinus alpha. Et nous avons dit que le R cos alpha c'est X. R cos alpha c'est X. Et R sinus alpha c'est Y. En remplaçant ici, ça va être ici moins Y θ, et ça va être ici plus X θ. Voilà, c'est le champ de déplacement obtenu par l'hypothèse de la rotation circulaire autour de l'axe de torsion. Donc le U c'est moins θ Y, donc, et V c'est θx. Voilà le champ de déplacement dans la section. Plus le champ de déplacement axial, on a vu donc d'après l'hypothèse, c'est que la section est libre de se déplacer axialement. Donc c'est W ou bien UZ. C'est égal à quoi? D'après M. Barré simplement. Et donc modélise ce déplacement avec une fonction de gauchissement psi. Donc W égale à une fonction de gauchissement psi. Voilà. Multiplié par un facteur de proportionnalité dθ qui est égal à dθ sur dz qui mesure l'amplification de la fonction W en fonction du moment de torsion appliqué. C'est-à-dire plus que le moment de torsion est encore plus élevé, la fonction W donc s'amplifie, augmente avec le dθ sur dz créé par le moment de torsion. En faisant augmenter le moment de torsion, bien sûr, la rotation augmente. θ augmente. Et donc, dθ sur dz augmente. La rotation unitaire. Voilà. Et donc, le W augmente aussi. Donc, pour prendre en considération l'effet de l'augmentation de θ, et donc, on multiplie la fonction psi xy par un facteur de proportionnalité dθ sur dz qui est égal, on va tout simplement l'appeler la torsion unitaire phi. Phi, c'est dθ sur dz. Et donc, le déplacement axial, c'est une fonction tout simplement de la section considérée.
Donc, on a un point quelconque x, y dans la section. Voilà. La fonction psi décide sur la quantité w de ce point-là. En chaque point de la section x, y, je peux connaître le w, c'est le psi, multiplié bien sûr par une quantité constante, voilà, un facteur de proportionnalité, voilà, qui dépend du module de l'intensité du moment de torsion. Plus que le moment augmente, plus que ce facteur augmente, et donc w maintenant, voilà, c'est une fonction psi de x, y dans la section, mais tenant compte bien sûr du moment de torsion. On va voir par la suite le fait que le moment de torsion, vous connaissez, égale à G fois J dθ sur dz. Et donc Gj, c'est le module de torsion, on a vu. Donc la rigidité de torsion qui est égale à G, c'est le module de glissement, c'est caractéristique, c'est une propriété physique du matériau, comme le module de Young, c'est E. Maintenant, G, c'est le module d'élasticité transversale. Le J, on va l'avoir, c'est une conséquence de cette théorie. On va voir à quoi il a agi, c'est la constante de torsion. C'est l'inconnu qui est déterminé par cette théorie, on peut l'avoir. C'est une constante et à rechercher. Et qui dépend de la géométrie du point, ce n'est pas une caractéristique physique du matériau. Et donc, ça, c'est l'inconnu qu'on va découvrir par la suite. Mais on sait dès le départ, c'est la constante Gj est multipliée par dθ sur dz. Le moment de torsion constant, Gj constant, donc dθ sur dz constant. Et donc, plus que le moment de torsion augmente, Gj ne change pas. Donc, le moment de torsion augmente, dθ sur dz augmente en parallèle. Voilà. Et donc, voilà, pour tenir compte de l'effet de torsion, et donc on multiplie par une certaine fonction de proportionnalité. Donc, avec psi qui est la fonction de gauchissement, caractérisons ainsi le champ de déplacement axial, voilà, suivant l'axe OZ de la poudre, de la section. Voilà. Avec cette définition du champ cinématique, les équations de compatibilité sont complètement satisfaites. Normalement, en portant le champ de déplacement, la définition du champ de déplacement dans les 6 équations de compatibilité, vous devez avoir donc la conformité de la théorie. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut que le champ soit compatible. C'est-à-dire les équations de compatibilité soient satisfaites. De plus, phi est l'angle de torsion unitaire, ou par unité de longueur, qui est uniforme de l'angle de la poutre, uniforme, c'est-à-dire constante, malgré que cette quantité est constante d'après la théorie de Serveur. Voilà. Bien sûr, uniquement pour cette théorie. Donc, il y a donc, par la suite, la théorie est encore plus compliquée, il faut lier la torsion non uniforme. Et cette quantité n'est pas une constante. Et dans ce cas-là, la théorie, on parle d'une torsion gênée, ou bien appuyée, qui n'est pas libre de se déformer. Donc W n'est pas libre. Il y a des contraintes axiales. Le sigma ZZ n'est pas nul. Voilà, ça c'est encore une théorie plus avancée. Mais nous, on garde uniquement donc l'hypothèse de la théorie de Saint-Laurent avec une rotation uniforme et phi égale constante. Donc phi est uniforme, constante. Voilà, la torsion est libre, n'est pas gênée. Donc d'après l'hypothèse des contraintes axiales nulles, voilà, la structure n'est pas gênée de se déformer axialement, donc elle est libre. Et donc sigma zz égale à 0, et qui est égal d'après la définition de contrainte déformation, la définition d'après la loi de Hooke, généralisée, et donc c'est égal à 0. D'après, donc voilà, E epsilon, et le epsilon c'est dw par rapport à z, qui est égal à 0, implique donc la dérivée de phi, voilà le psi qui dépend de x, y, c'est en dérive, ça sort de la dérivée, et la dérivée va donc s'appliquer uniquement sur la fonction
phi. Voilà. Et donc, ce qui donne égal à 0. Le psi de x égale est différent de 0, ce qui donne les phi sur dz égale à 0. Et donc, phi est uniforme. Donc, phi, c'est une constante. Voilà. D'après, lorsqu'on dit qu'il y a une tension libre, donc sigma égale à 0, ce qui implique une tension uniforme, c'est-à-dire phi est uniforme. Voilà. Voilà. Donc, c'est une constante de proportionnalité qui s'applique, voilà, sur le champ de déplacement. Bien sûr, ici, on considère que sigma x, x et sigma y sont négligeables. De ce fait, le problème originellement de caractère donc, tridimensionnel, dans ce cas-là, est rendu bidimensionnel. Vous voyez? Donc, le modèle maintenant dépend de psi x, y. L'inconnu maintenant c'est le psi. Vous voyez? Voilà. Dans le modèle ici, ce qu'on a, si on connaît le moment de torsion, on peut déterminer le θ sur dz. On a vu tout à l'heure que le moment de torsion égale gj fois dθ sur dz. Et donc, le dθ sur dz égale à quoi? C'est le moment de torsion sur gj. Donc ça, c'est une constante. Donc, pour un moment de torsion appliqué, on peut déterminer le dθ sur dz. Voilà. Donc, le dθ sur dz est connu. Ce qui est inconnu dans le modèle, θ c'est connu, dθ sur dz c'est une constante connue. Et donc, il y a le x, y, c'est les coordonnées. Et donc, ce qu'il y a déterminé uniquement le psi, et qui dépend de x, y. Donc, le problème est maintenant bidimensionnel. Lui, c'est un caractère tridimensionnel, un déplacement axial, donc uv, w par d, mais finalement est rendu en 2D. On a un problème 2D. Voilà. On passe. Et donc, en effet, les champs de déformation et des contraintes ne dépendent que de la position XY dans la section de la poutre. C'est-à-dire, on passe maintenant à déterminer le champ de déformation. Connaissant le champ de déplacement proposé, le champ de déformation est directement déduit par les relations suivantes. C'est une déduction directe par remplacement, par substitution des équations du champ de déplacement dans les équations de la définition des équations de déformation. Epsilon x, c'est du sur dx, le u c'est moins θ y, epsilon y, dv sur dy, le v c'est θx, et tous deux sont nuls. Le y ne dépend pas de x, et le θ dépend de z, qui ne dépend pas de x. Même chose ici, x ne dépend pas de y, le θ dépend de z, ne dépend pas de y, donc c'est 0. Donc les déformations, voilà, sont nuls suivant x et y, et suivant z, c'est dw sur dz. Le psi dépend de x, y, et le phi est uniforme, c'est la torsion uniforme. Pour donc, la tension non uniforme, le phi dépend de z, et donc il n'est pas nul. Ici, c'est la torsion uniforme, donc c'est 0. Epsilon z égale 0, par suite à l'hypothèse de torsion uniforme. Les glissements maintenant, le gamma x, y, par définition qu'on a vue, c'est dérivé de u par rapport à y, c'est-à-dire dérivé de moins θ y par rapport à y, ça donne moins θ, et dérivé de v par rapport à x, voilà le v, θx, et donc la dérivée donne plus θ. Et donc, le gamma dans le plan est le cisaillement donc par la suite est nul, suivant x, y. Le gamma zx, voilà, dw sur dx plus dy sur dz, en dérivant w c'est phi fois psi. Donc le phi c'est une constante du compas de x, ça sort. Et donc ici le w c'est psi fois phi, donc c'est dv de psi par rapport à x. Et le u c'est quoi? Le u c'est moins θ y.
Et donc la dérivée par rapport à z, le θ, ça va être moins dθ sur dz, qui est égal à phi. Ça sort aussi d'un facteur commun. Et ce qui reste, y qui ne dépend pas de z. De la même manière, pour le gamma zy, c'est le glissement dans le plan zy, qui est égal à la dérivée de w, et donc c'est dψ par rapport à y, phi c'est une constante, et le v, qui est égal à θx, et donc c'est x, qui ne dépend pas de z, et le θ qui dépend de z, dθ sur dz, qui est égal à v, ça sort un facteur commun. Voilà donc le champ des déformations de la structure pour le cas de torsion libre, ou bien donc torsion uniforme. Le champ des contraintes résultant maintenant, d'après les champs de déformation obtenus, on passe maintenant, le moment de torsion est donc supporté uniquement par des contraintes tangentielles dans le plan de la section. Bien sûr, c'est quoi? Sigma zx et sigma zy. Et on va voir, voilà, clairement. Le sigma xx, c'est égal à E epsilon xx, qui est égal à 0. Voilà. Le sigma y égale E epsilon y 0, sigma z epsilon 0, sigma xy, c'est g gamma xy, c'est égal à 0. Il y a uniquement, donc sigma zx, c'est g gamma x, en multipliant par g les deux glissements. Et donc finalement, le moment de torsion appliqué à la poutre est supporté uniquement par, comme réaction, est supporté par ces deux contraintes, comme réaction dans le matériau. Ou bien le moment de torsion comme action engendre dans le matériau des contraintes sigma zx et sigma zy sont des contraintes uniquement dans la section. Voilà. Voilà ce qu'il y a donc comme contrainte, comme inconnu. Donc les inconnus, voilà, UV sont des connus, le W qui est inconnu, et W maintenant c'est emporté par le psi. Donc on est à la recherche de psi. Si on connaît le psi, on va connaître en conséquence les champs de contrainte à l'intérieur de la poutre. C'est-à-dire, si tu connais le psi, tu dérives, et le G constant, le phi constant, tu peux obtenir le champ de contrainte dans la structure. Voilà. C'est le but c'est de chercher le champ de contrainte dans la structure. C'est le but de toute cette séance, c'est chercher le champ de contrainte dans les structures, en vue de dimensionner, bien sûr, la structure. Voilà. L'équilibre maintenant pour chercher le champ de contrainte, voilà, qui dépend de la fonction de gauchissement, qui dépend du champ de déplacement, psi. Et donc, on va passer, pour résoudre le problème, à l'équilibre mécanique de la poutre pour voir donc, à quelle loi donc, répond cette fonction psi. Voilà. On passe à l'équilibre mécanique de la poutre. Équation d'équilibre. Donc le champ de contrainte ainsi déduit, voilà, doit satisfaire l'équilibre mécanique de Newton en tout point du corps solide, comme milieu continu. Voilà, ça c'est un principe, l'équilibre mécanique. De ce fait, les équations d'équilibre de Cauchy, de Newton, origine, doivent être vérifiées en tout point à l'intérieur de la poutre. Voilà. Donc en tout point de la poutre, le champ doit être vérifié. Voilà les équations d'équilibre de Cauchy. Ce sont les trois équations de Newton, suivant x, y et z, pour un milieu continu. La première équation, on a vu que ces contraintes sont nulles. Voilà. Et donc, c'est égal à 0. Et donc, le 0 égal à 0, il y a l'équation est vérifiée. L'équilibre mécanique suivant x est vérifié. De la même manière, ici, sigma xy, y, et yz, voilà, c'est égal à 0. Tout simplement, ces deux quantités sont nulles et le sigma yz ne dépend pas de z.
ici, le sigma x sur z ne dépend pas de z. La fonction dépend uniquement de x, y. Donc ici, x, y, le g est constant, le psi dépend de x, y. Donc il ne dépend pas de z. Le champ de contrainte, sigma z x et sigma z y ne dépend pas de z. C'est un problème 2D. Donc, il ne dépend pas de z. Le problème 3D est rendu 2D. Et maintenant, donc ces deux quantités, la D est nulle, et ici sont, par définition, voilà, donc on a vu que les contraintes sont nulles. Donc l'équilibre suivant x, y est évident, voilà, automatiquement satisfait. La troisième, l'équilibre suivant l'axe z de la poudre, vous voyez, l'équilibre suivant z. L'équation d'équilibre suivant z, voilà, la somme des forces égale à 0, ce qui donne, voilà, sigma zz par rapport à z, et donc, on a dit par définition sigma zz c'est une portion libre, et donc sigma zz est nul, et sigma yz, sigma x z sont donnés par, sont obtenus par des expressions. Donc, en portant ces quantités-là, sigma x z, bien zx et sigma yz, bien zy, c'est la même chose. En portant ces quantités dans l'équation d'équilibre de Cauchy, la troisième équation d'équilibre de Cauchy, et donc ce qui donne la dérivée, donc c'est cette quantité nulle, ces deux quantités, ce qui donne, j'ai fait d carré de psi par rapport à x carré, plus d carré de psi par rapport à y carré égale à 0. C'est une condition pour réaliser l'équilibre mécanique de la poutre, c'est-à-dire c'est par principe de l'équilibre axial. Donc axialement suivant z, pour assurer l'équilibre suivant cet axe, il faut que la fonction psi, voilà, obéisse à cette condition. Donc le psi, ce n'est pas un choix comme ça au hasard, mais doit obéir à cette loi. D'après la dernière équation, la condition sur la fonction de gauchissement pour que l'équilibre mécanique, ce principe, soit vérifié, est telle que donc, le g finit par nul, et donc ce qui est, entre parenthèses, ce qui est nul, c'est Laplacien de psi égale à 0. Donc voilà l'équation physique mathématique qui régit le problème de torsion. Donc le choix de psi est de manière à ce que le Laplacien, son Laplacien est nul en tout point de la poutre. Voilà. Donc la relation qui gouverne la fonction psi, voilà, dans la section, dans n'importe quelle section de la poutre, ou bien le déplacement axial W dans la section de la poutre, répond à cette exigence. Donc, doit répondre à cette exigence, c'est que le Laplacien de psi, ou bien le W, c'est la même chose, le Laplacien de psi égale 0. Il faut que cette relation soit vérifiée partout dans la section. Voilà. Bien sûr, on peut résoudre ça par méthode numérique, c'est une méthode directe. On peut utiliser différence finie, ou bien élément fini, ou bien n'importe quel. Voilà. Tu peux résoudre ça en utilisant le numérique, c'est une méthode directe comme ça. On peut trouver la solution dans la section de la poutre. En trouvant le psi, on découvre le champ de contrainte, puis le champ de déformation, et puis le champ de déplacement. Mais nous voulons savoir par la suite la solution analytique. La solution analytique, on va la voir en faisant la résolution de cette équation par la méthode semi-inverse. Voilà l'équation gouvernant la loi de torsion de Barré-Saint-Véran. Donc, la torsion, le problème de torsion est rendu maintenant, donc, problème de D, en deux équations de contrainte et deux équations de déformation, voilà, et une équation de déplacement, en une seule équation à une inconnue. C'est la relation de psi égale à 0. C'est une seule équation. L'inconnu c'est psi, et l'équation 9, c'est une seule équation. C'est une équation à une inconnue à résoudre. Donc tout le problème maintenant
est transformée en une équation à une inconnue, mais c'est une équation au dérivé partiel de deuxième ordre. Voilà, c'est le Laplace. Donc la procédure a abouti à une équation à une inconnue psi, dont la résolution permet de connaître le champ de déplacement, de déformation et des contraintes dans le milieu continu. Cependant, cette équation différentielle, bien sûr, nécessite la connaissance des conditions aux limites à la surface extérieure de la poutre. Donc, sur la limite du domaine, nous devons savoir la condition sur la fonction psi, à la limite du domaine, sur la surface extérieure. Donc, sur la surface extérieure ici, en cas de tension, nous voyons que la surface extérieure est libre. Il n'y a pas de force, voilà, sur la surface extérieure. Et donc la condition limite, c'est la surface est libre sur la surface extérieure, et qu'on va donc la transformer, voilà, on va traduire cette situation selon les lois mathématiques, physiques, bien sûr, de l'équilibre à la surface. Voilà, c'est-à-dire la loi de l'équilibre mécanique de Newton à la surface du milieu continu. Voilà. Donc de plus, à la surface extérieure, on pense les conditions limites. Donc à la surface extérieure de la poutre, les conditions limites sont traduites par l'équilibre mécanique, bien sûr Newton, des points se trouvant en cette surface. Ce n'est pas à l'intérieur, mais sur cette surface. Donc sur la surface extérieure, et donc l'équilibre est traduit par ces équations. Le fait que pour un vecteur normal correspondant, la composante axiale est nulle. Donc la normale Nz égale 0 à peu près.